Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h41. Sud Radio vous explique. On va vous expliquer justement le devoir conjugal, de quoi s'agit-il, et une proposition de loi pour mettre fin à ce devoir conjugal qui a été validé hier en commission des lois et qui va être examiné à l'Assemblée nationale à partir du 27 janvier. Nous sommes avec Paul Christophe, qui est auteur justement de cette proposition de loi, député du Nord, président du groupe Horizon à l'Assemblée nationale. Bonjour Paul Christophe. Bonjour. Bon, alors le terme devoir conjugal, je crois qu'il n'existe pas en tant que tel dans la loi, mais évidemment, je pense qu'on comprend tous à peu près ce que ça signifie. D'ailleurs, je m'appuie sur un sondage, il y a quelque temps, 57% des femmes déclarent avoir eu des rapports sexuels conjugaux sans en avoir envie, contre 39% des femmes. Alors, le devoir conjugal, tel que vous le définissez, Paul Christophe. Écoutez, je me permets de préciser que nos travaux sont faits dans le prolongement de ce qui a été fait sur la notion de consentement, oui, et qui vise à rappeler que le corps de l'autre ne nous appartient jamais, même dans le cadre du mariage. Et donc, cette proposition de loi a été élaborée avec ma collègue Marie-Charlotte Carin, que j'associe évidemment à ce propos. Alors finalement, le devoir conjugal, c'est pas, vous l'avez rappelé très justement, c'est pas inscrit dans le code civil en soi. Pour autant, c'est une sorte d'obligation implicite qui serait faite à son époux ou son épouse de s'obliger à avoir des relations sexuelles dans le cadre du mariage, au-delà de son consentement. Ouais. Donc on comprend quand même que cette notion est importante et que, comme vous le rappelez, elle est très présente finalement dans notre quotidien. Ouais. Mais alors, comment vous faites pour mettre une loi sur un terme qui n'est pas inscrit pour l'instant dans la loi en tant que tel, le devoir conjugal? C'est un peu technique, mais en même temps, je pense qu'il faut s'y arrêter 2 secondes quand même. Il faut bien rappeler qu'il y a dans le Code civil donc plusieurs articles qui régissent les conditions du mariage et les obligations, et notamment j'ai signalé un article qui impose finalement ce qu'on appelle la communauté de vie. Et aujourd'hui, dans les jurisprudences, on voit bien qu'on a dévoyé finalement ce terme pour le transformer en communauté de lit. C'est ce qui organisait finalement cette notion finalement de devoir conjugal. Alors notre loi, qu'est-ce qu'elle fait? Ouais. Elle permet de clarifier les choses. Donc rappeler que le consentement doit être recueilli et respecté même entre époux, et elle permet aussi de dire clairement une autre notion, que le divorce pour faute ne peut pas être fondé finalement sur l'absence ou le refus de relations sexuelles. Le divorce, redites ça, donc, le divorce? Le divorce pour faute, Oui. ne peut pas être fondé sur l'absence ou le refus des relations sexuelles. C'est l'autre portée finalement du texte que l'on propose, puisqu'aujourd'hui encore, même si d'un point de vue juridique, on ne pourrait pas sanctionner le divorce pour faute avec cette notion-là, il est pour autant invoqué régulièrement dans les plaidoiries, parce que l'époux ou l'épouse souhaite l'invoquer, ce qui finalement jette l'opprobre sur l'épouse ou l'époux concerné indûment. Alors voilà, nous devons aussi clarifier cette notion très clairement dans le droit. C'est quand même difficile, parce que autant on comprend sur les agressions sexuelles, etc., mais d'aller jusque dans les détails, par exemple, de la chambre à coucher pour adopter une loi, quoi, quand même, hein, Paul Christophe. Oui, mais alors quand on se tourne vers les personnes concernées, vous savez, on n'a plus d'hésitation, et un cas sera toujours un cas de trop. Il faut imaginer ce que c'est que de voir sa vie déballée finalement dans une plaidoirie, jusqu'à la question donc de relations sexuelles. Je pense que la notion de consentement doit s'imprimer un peu plus. Aujourd'hui, malheureusement, les statistiques sont extrêmement défavorables, donc il est grand temps finalement on rapporte des réponses aux concitoyens concernés. Ouais. Alors, mais dans la loi précisément, on verra ce qu'il y aura. Là, c'est une proposition, ce qui restera. Comment ça va se passer quand il y a l'acte de mariage à la mairie? Est-ce que on va avoir un autre vocabulaire qui va être utilisé par le maire quand il va célébrer ses mariages? Alors tout à fait, cette loi a aussi une vertu pédagogique. Je vous disais tout à l'heure que malheureusement les statistiques sont extrêmement défavorables sur le respect du consentement, et finalement on modifie donc un article du Code civil qui est lu lors des cérémonies du mariage. Ça veut dire que cette expression, donc je vais la citer, cette communauté de vie que je citais tout à l'heure, ne crée aucune obligation pour les époux d'avoir des relations sexuelles. Donc cette formulation sera proposée à chacune des cérémonies de mariage, et donc s'adressera bien évidemment
aux futurs époux, mais également à tous ceux qui accompagnent lors de ces cérémonies, toutes générations confondues. Je pense que quand on regarde le besoin de faire de la pédagogie, elle s'adresse finalement à toutes les générations. Et donc ce sera vraiment une bonne occasion finalement de passer ce message sur le respect de l'autre. Merci beaucoup pour ces explications, Paul Christophe. Je pense qu'on y reviendra bien sûr avec vous, avec les auditeurs, notamment à partir du 27 janvier où cette proposition de loi doit être examinée. On va l'évoquer d'ailleurs avec Elisabeth Lévy tout à l'heure à 8h15.